Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire de l'émission. Il sera beaucoup question d'économie sociale et solidaire, puisque c'est Nicolas Froissart qui sera l'invité du grand entretien. Tout à l'heure, l'ancien porte-parole du groupe SOS dirige aujourd'hui l'association Espace Structure d'insertion par l'activité économique. Auparavant, je reçois Elsa Dacosta, la directrice générale d'Ashoka France. L'ONG construit le plus grand réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. On parlera notamment du financement de l'intérêt général en France. Notre débat, il sera consacré au réemploi, au recyclage dans le bâtiment. La REP, responsabilité élargie du producteur, a été mise en pause en mars dernier. On verra pourquoi et surtout comment relancer l'économie circulaire dans le secteur. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Globe for You et ses remorques de vélos fabriquées à base de lin. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Elsa Dacosta. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de l'ONG Ashoka France. C'est quoi Ashoka ? Ashoka, c'est le réseau d'innovation sociale. On fédère près de 4000 entrepreneurs sociaux dans 93 pays du monde. Et en France, nous avons fêté nos 20 ans en juillet dernier avec 86 entrepreneurs sociaux. Donc ces hommes et ces femmes qui s'attaquent à un problème de société et qui essaient de le résoudre, de le réparer en innovant en matière de politique publique surtout. Oui, alors ce sont des entrepreneurs, mais qui œuvrent à l'intérêt général, d'une certaine façon, on peut dire ça. Oui, mais j'aime bien que vous posiez la question comme ça, en fait, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à penser qu'entrepreneur social, ça peut être un oxymore, alors qu'en fait, c'est une question de mission. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire dans la mission de son organisation ? Et effectivement, eux, ils travaillent de manière non lucrative pour pouvoir faire en sorte de contribuer de manière assez efficace à l'intérêt général. Oui. L'ESS, l'économie sociale et solidaire, on la présente souvent comme un modèle économique, un modèle économique qui peut être résilient. Mais elle a ses fragilités. Oui. C'est quoi les fragilités de l'ESS ? Vous le voyez aujourd'hui, on en parle beaucoup, surtout avec l'actualité du budget qui est à voter, puisqu'on a remarqué que près de 50% des budgets qui étaient consacrés au soutien de l'économie sociale et solidaire avaient été faits. 50%, c'est énorme en fait. Donc alors, il n'est pas voté encore ce budget, mais bon, il y a sur le papier, il y a une menace importante, quoi. Voilà. Oui, une menace qui plane. Puis l'ESS, c'est une famille avec énormément de sous-familles, je dirais. Vous avez les fondations, vous avez les entreprises sociales, les associations, dont on parle beaucoup, le tissu associatif, vous avez les entreprises adaptées, vous avez les mutuelles, enfin il y a énormément de familles au sein de cette ESS-là qui contribuent toutes, soit par leur statut, puisque les statuts de coopérative aussi mettent une manière de démocratiser les relations humaines au sein de l'entreprise, soit par leur mission d'intérêt général. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont plutôt, je dirais, en tenaille, non seulement, alors je pense surtout au milieu associatif, qui est financé par deux aspects, soit les subventions de l'État, donc on l'observe aujourd'hui avec une coupe depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire, c'est pas nouveau ce phénomène où les associations sont de moins en moins soutenues. Et aussi une attaque qui est faite à la fiscalité de la philanthropie, c'est-à-dire qu'on va abaisser en fait les seuils de défiscalisation. Et donc, ce qui veut dire que la manne financière qui permet au privé de financer aussi ces associations et ou ces entreprises sociales va potentiellement diminuer. Donc la fragilité, elle est là. Ouais. Mais pourtant, il y a eu des plans de financement, il y a des ministères de l'économie sociale. Il y a plus. Voilà, de l'économie sociale et solidaire. Donc on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait, ou alors vous dites que c'est une sorte de faux nez, là, une sorte d'hypocrisie. Moi, je crois qu'on a, nous aussi, une autocritique à faire au sein de l'économie sociale et solidaire qui fait qu'on n'arrive pas à expliquer clairement la contribution de cet écosystème à l'économie traditionnelle. C'est pour ça qu'il faut qu'on se professionnalise aussi et qu'on explique qu'en fait, nous permettons de diminuer la facture sociale en travaillant aussi sur la diminution de la fracture sociale. Donc, je m'explique. Quand on parle de la diminution de la facture sociale, ça veut dire que l'investissement qu'on peut faire sur ces entreprises ou ces associations permet de limiter, en fait, les contributions d'un bénéficiaire sur des minimums sociaux, sur le budget de la sécurité sociale, parce qu'en fait, on agit en amont. Et je pense que jusqu'à présent, on n'a pas été assez lisible et explicatif sur cet aspect-là. C'est de l'argent public bien dépensé, c'est ce que, exactement, vous dites. Bien investi et surtout investi sur du long terme. Et on a un peu de mal aujourd'hui, vous savez, à parler de long terme. Mais en fait, des changements de société ont besoin de s'installer dans le temps. Donc c'est pour ça aussi que je suis très contente que vous m'invitiez, parce que je peux aussi prétendre à expliquer ce que c'est que cet environnement-là. Et j'ai peur qu'on s'aperçoive de son bienfait au moment où justement il y en aura de moins en moins qui contribueront à l'intérêt général. Parce que le sujet de fond, il est là, Thomas, en réalité. C'est
comment on finance aujourd'hui dans ce pays et au XXIe siècle l'intérêt général. D'ailleurs, vous avez signé une tribune sur ce thème-là, le financement de l'intérêt général. On va détailler ça, mais vous avez évoqué les baisses de financement. C'est ESS France qui nous donne ces chiffres. Financement manquant de l'économie sociale et solidaire estimé à 6,7 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Je reste sur la responsabilité politique. C'est toujours facile. Bon, je ne suis pas dans le politique bashing facile. Mais il y a une question de temporalité. C'est-à-dire que les politiques, on a du mal à avoir des politiques qui effectivement se projettent dans le long terme, parce qu'il y a une élection de mi-mandat, il y a un renouvellement. Alors en ce moment, c'est même plutôt en semaine ou en mois qu'on compte la durée de vie d'un gouvernement. Vous n'arrivez pas à convaincre sur l'importance de la temporalité, de voir loin, ou alors c'est juste consubstantiel, c'est-à-dire c'est plus possible d'obtenir ça des politiques? Alors heureusement que le politique ne se résume pas au gouvernement et qu'au contraire en local on a beaucoup de chance aussi d'avoir des maires, des élus locaux qui comprennent oui, mais ils ont besoin d'être élus aussi. Bien, là on va le voir notamment en mars, évidemment. C'est en mars. Donc ils vont privilégier le court terme aussi souvent. Oui et non, parce qu'ils sont en contact direct avec la population qui elle est la bénéficiaire de l'économie sociale et solidaire en premier chef. C'est beaucoup plus compliqué d'aller voir un élu, un député ou même un ministre qui en fait n'a jamais été je dirais confronté de près ou de loin à une forme d'épiphanie quand il s'aperçoit de ce que peut faire justement l'économie sociale et solidaire pour pouvoir la promouvoir. On avait eu de la chance avec Olivia Grégoire qui avait été secrétaire d'État, et puis vous avez vu en fait progressivement on est passé d'un ministère puis après un secrétariat d'État pour finir un délégué interministériel dont malheureusement malgré tout son déploiement et je le remercie beaucoup Maxime Baduel d'œuvrer et d'essayer, il est quand même assez cornerisé aussi et pas suffisamment audible en matière d'intérêt général pour vanter par l'ESS. Oui, et donc vous avez besoin d'un ministre. On a besoin surtout, oui, on a besoin d'un ministre, mais on a besoin que tous les ministres comprennent, parce que cette affaire-là, elle est systémique. On parle d'économie. L'économie, c'est tous les jours. L'économie, c'est la gestion de la maison. Si on reprend l'étymologie grecque, en fait. Donc, ça me paraît assez logique que la gestion de la maison, elle soit faite à l'aune aussi de nos valeurs républicaines. Mais donc, liberté, ça veut égalité, fraternité. Mais l'intérêt général, il devrait, puisqu'on en revient à votre tribune, évidemment, il devrait effectivement concerner tous les ministres. C'est un principe de base de l'action politique. Pourquoi son financement, finalement, et à travers lui, celui de l'économie sociale et solidaire, c'est une sorte de non-dit ou de non-réfléchi? En fait, j'ai observé depuis à peu près une quinzaine d'années que la manière dont aujourd'hui notre économie est structurée, notamment avec les nouvelles technologies, vous savez, a archipélisé. C'est-à-dire que chacun a sa petite notion très personnelle de ce que c'est que l'intérêt général. À tel point que vous avez même des responsables politiques de premier plan, et c'est là où le danger arrive, à mon sens, qui ne parlent plus d'intérêt général, mais qui parlent, comme Donald Trump, d'intérêt national. Donc, quelle est la perception de chacun de ce que c'est que l'intérêt national versus l'intérêt général? L'intérêt général, c'est l'intérêt de la totalité, c'est pas l'intérêt de la majorité des gens. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous observez dans les courants politiques, suivant les obédiences de chacun, que certains privilégient la liberté d'entreprendre, liberté d'exister, d'être, etc. Et d'autres, l'égalité. Et qu'on oppose en fait ces deux valeurs dans notre triptyque républicain, liberté contre égalité, alors que la réalité, c'est que c'est la fraternité en tant que telle qui devrait presque sous-tendre et rééquilibrer ces deux matrices-là. Et depuis une quinzaine d'années, on a beaucoup plus privilégié la liberté d'entreprendre sous couvert de dire que l'ESS traitait le côté égalitaire, mais comme une espèce de conséquence à quelque part une liberté qui avait été pas du tout regardée à l'aune de ce que peut être en fait l'égalité. Et aujourd'hui, on est en espèce de surcompensation avec une fraternité qui, à la base, devrait être celle qui devrait régir notre intérêt général. Et vous l'avez dit très justement aujourd'hui, les politiques, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent très souvent la réélection. Donc, pour chercher une réélection, c'est comme une marque de grande consommation. Elle va regarder sa clientèle. Elle va regarder comment elle fait pour attirer de plus en plus avec un bon marketing, avec des bons éléments de langage qui vont être plutôt en mode démagogique, plus qu'en se disant « Ok, il faut que je sois responsable et courageux pour pouvoir faire en sorte de prendre les bonnes décisions au bon moment. » Et ça, c'est pas un truc évident, on va le chercher encore un petit moment. Alors, vous avez publié, c'était le 15 octobre dernier, une étude menée avec KPMG sur l'innovation sociale, la performance durable, avec une notion qui est la notion d'hyper-local. L'hyper-local, levier d'un changement systémique. C'est quoi l'hyper? Je comprends bien, mais je veux bien que vous m'expliquiez avec vos mots à vous ce qu'est l'hyper-local et pourquoi
c'est un changement systémique. C'est ça qui est intéressant. C'est depuis le local, on va changer le système. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que l'économie capitaliste nous a vanté le fait que le passage à l'échelle était assez simple et qu'une paire de baskets d'une certaine marque, vous pouviez la retrouver aussi bien, j'en sais rien, moi, à Palavas-les-Flots qu'à New York, et puis on était tous contents de porter la même paire de chaussures. La réalité, c'est que quand on traite des problèmes de société, ça fonctionne pas comme ça. Ce qui se passe à Palavas-les-Flots n'est pas tout à fait la même chose que ce qui se passe à New York. Et on s'aperçoit que la solution est détenue, en réalité, par ceux qui connaissent extrêmement bien les problématiques de leur territoire. Donc c'est pour ça que quand on arrive à faire travailler des entreprises dites lucratives, mais qui ont une implantation dans le territoire avec des emplois, avec un tissu social qui se crée et des associations qui elles-mêmes sont sur un autre endroit de la photo pour faire en sorte d'appréhender cette problématique de société, type le déterminisme social, l'accès des jeunes à un emploi, etc. Et ben on arrive à trouver ces solutions qui sont pérennes et durables dans le temps. Et c'est systémique, non pas parce que ça irradie l'ensemble du territoire français, mais c'est systémique à l'échelle du territoire, et que si cette méthode-là, elle est appliquée en prenant en compte les ingrédients de chacun de ces territoires à d'autres endroits, ça devient systémique en agrégation de ces modifications qui sont territoriales. C'est plus clair? Oui, c'est très clair. Nous, on est dans notre jargon, et c'est un problème aussi parfois. Mais, et donc, le bon interlocuteur, parce qu'on se pose souvent la question du bon échelon administratif. Ouais. En France, on est les rois du millefeuille, hein. Mais le bon interlocuteur, c'est le maire? Ça dépend, parfois ça peut être le département, parfois ça peut même être la région, ça dépend? Ouais, ça dépend, c'est surtout la personne qui a envie et qui a conscience que sa responsabilité, c'est vraiment de transformer profondément la société et de résoudre ce problème-là, et de se dire que l'objectif, c'est pas forcément de faire immédiatement tache d'huile. Vous savez, dans la vie, c'est les premiers pas qui sont les plus difficiles. Un être humain chute 2000 fois avant d'apprendre à marcher, de faire son premier pas. Donc il y aura 2000 chutes, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, à la fin, on arrivera parce que on sera accompagné par quelqu'un, encouragé par un parent, on s'accrochera à un meuble et on finira par y arriver, en fait. Valoriser la chute et l'échec. Ouais, ça, c'est un message aussi pour notre modèle éducatif. Allez, on va prendre une minute et pour pas pour nos politiques. Ah non, il faut surtout pas montrer ses échecs. On va terminer avec le programme Impact Earth, ou Earth, je ne sais pas comment vous prononcez. Les lauréats seront dévoilés le 17 novembre. C'est quoi ce programme? L'idée, c'est de trouver 20 jeunes qui vont profondément transformer la société française, que ce soit avec des projets entrepreneuriaux, des projets artistiques, des projets de recherche. Donc nous sommes en plein jury en ce moment. On va révéler effectivement les 20 lauréats. On va les accompagner pendant 3 ans avec une bourse, les faire pénétrer ce réseau Ashoka qui est assez exceptionnel, parce que beaucoup d'entrepreneurs sociaux vont être en contact avec eux. Et puis on se réjouit d'avoir peut-être potentiellement le prochain maire d'une grande ville, et pourquoi pas le prix Nobel de la paix dans quelques années. Bah oui, il faut être ambitieux. Merci beaucoup Elsa Dacosta, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat. Pourquoi l'économie circulaire patine dans le secteur du bâtiment? C'est le débat de ce Smart Impact. On parle du secteur du bâtiment et de l'économie circulaire avec David Cararon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur réseau d'Austreia Big Bag, et Rami Jabour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur stratégie de Valobat, éco-organisme au service de cette économie circulaire du bâtiment. Je commence avec vous. En quelques mots, Valobat existe depuis quand? Quelle est sa mission? Alors bonjour, Valobat existe depuis bientôt 4 ans et est opérationnel depuis 2 ans. Et notre mission, c'est de mettre en œuvre ce qu'on appelle la REP bâtiment. Donc responsabilité élargie du exactement, producteur. Responsabilité élargie du producteur, qui vise en fait à passer sur un système de pollueur-payeur dans le secteur du bâtiment, et de faire en sorte que le producteur d'un produit est en charge du financement de la fin de vie du produit, et donc notamment la gestion des déchets issus de ce produit. Ouais, effectivement, c'est un système qui s'est mis en place secteur par secteur. On est, je crois, dans le cadre de la loi AGEC, de l'économie circulaire. C'était prévu que les différentes filières puissent passer à l'économie circulaire. On va voir que, évidemment, quand on crée une nouvelle filière et de nouveaux usages, c'est pas forcément évident. Je veux bien que vous nous présentiez Austreia. Vous êtes en quelque sorte un intermédiaire entre Valobat et les entreprises du secteur. C'est exactement ça. Nous, on est un réseau national et on est spécialisé dans la gestion des déchets de chantier, donc principalement en Big Bag. Donc on accompagne aujourd'hui... C'est quoi Big Bag? Big Bag, ce sont ces gros sacs que vous voyez certainement sur certains chantiers, peut-être, qui font 1000 litres, 2000 litres. Donc dans votre cuisine, vous avez des plus petits sacs. Et bien ce que vous faites dans votre cuisine, nous, on le fait sur les chantiers, mais avec des plus grands sacs. Donc on vient installer des stations de tri avec une règle simple, c'est un Big Bag, un flux, une
d'une matière pour dissocier les matières. Ouais. Donc on vient les collecter, on vient peser les big bags pour la traçabilité qui est un point essentiel. Et ensuite on vient les acheminer vers nos centres de tri ou ceux de nos partenaires. Donc l'objectif, c'est trier, bien évidemment à la source, dans le but d'une valorisation. Est-ce que ça existait avant qu'il y ait cette préoccupation, cette volonté, grâce à la loi, de systématiser en quelque sorte Alors, ce tri? nous, ça fait 15 ans qu'on existe. Bon, donc ça répond à la question. On n'a pas entendu Valobat, effectivement. Donc pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que l'un déchet trié coûtera toujours moins cher qu'un déchet non trié pour être valorisé. Et donc, depuis mai 2023, il y a cette REP, cette responsabilité élargie du producteur, avec cette REP bâtiment. C'est un outil qui est assez ambitieux, qui a été demandé, plébiscité par le secteur. Est-ce qu'il y a eu un moratoire qui a été décidé au mois de mars? Alors, on a beaucoup changé de ministre, mais c'était par l'ancienne ministre Agnès Pannier-Runacher qui a demandé une refondation. Est-ce que c'était une demande du secteur et comment on peut expliquer ce moratoire? Oui, en effet, c'était une demande du secteur parce que, comme vous le dites, la REP, c'est un outil qui est très puissant pour améliorer l'économie circulaire et accélérer les taux de recyclage, on va dire, des différents déchets. Sur une filière bâtiment qui est très, très importante en termes de volumétrie de déchets. On parle de plus de 20 millions de tonnes de déchets par an. Et une diversité des matériaux au sein du secteur qui est très différente. Comme on le disait, en fait, le bâtiment n'a pas du tout attendu la REP pour recycler les déchets, mais c'est concentré surtout sur des filières comme les filières minérales, le béton, les gravats ou encore le bois, etc. Il y a d'autres matériaux qui sont plus en retard. Alors, pour expliquer la problématique du moratoire et de la refondation, dès le début, en fait, nous, on savait et on le voyait venir, cette REP est une REP qui coûte cher. Pourquoi? Parce que dès le début, le principe de la REP a été de dire si je trie mes déchets, ils sont repris gratuitement. Et cette gratuité de la reprise des déchets, qui donc en fait coûte à l'éco-organisme qui doit le financer, et donc aux éco-contributions, aux éco-participations qui sont c'est les entreprises du secteur qui participent, qui sont la source de financement. Encore une fois, il n'y a pas d'argent magique dans cette histoire. En fait, ça gonfle très rapidement le coût de la filière, le fait de collecter de plus en plus de déchets, le volume des déchets augmente, les coûts augmentent. Et comme les éco-organismes sont des structures de financement à but non lucratif, pour financer les coûts de déchets, on a des éco-contributions qui augmentent en termes de prix pour équilibrer les recettes et les dépenses. Et donc, en fait, on est arrivé à un moment où le niveau d'éco-contribution ramené au prix de vente des produits était devenu insoutenable. Ou allait devenir insoutenable, d'où la refondation qui a été demandée vraiment par la filière, nous en premier. Et on va l'expliquer dans un instant, le modèle économique qu'il faut ou qu'on peut mettre en place. Mais je veux bien qu'on revienne sur le tri, la valorisation, parce que vous dites 7 flux, donc de quels déchets on parle? Vous avez commencé à en citer quelques-uns, mais... Les déchets du BTP, on va les retrouver toujours, principalement les mêmes flux. On a bien sûr les inertes, donc ce sont les gravats qu'on va retrouver sur un chantier. On a le plâtre aussi, qui est un vrai enjeu. Et on a le bois. Et ça, ce sont on va dire les déchets pondéreux, c'est ceux qui pèsent lourd. Et l'enjeu se trouve sur ces flux-là. Ensuite, il y a les déchets annexes, on va parler du carton, des plastiques durs, des plastiques souples. Donc il faut quand même avoir une approche pragmatique, et nous, c'est comme cela qu'on accompagne nos clients. Un chantier, déjà, quand on va commencer à traiter 5-7 flux, on est déjà plutôt assez vertueux. Ensuite, on peut aller plus loin, ça va dépendre des pratiques, mais là, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner toute la chaîne de valeur, tous les acteurs du BTP pour déjà bien faire sur ces flux principaux qu'on va retrouver. Est-ce que tous ces flux sont valorisables ou pas? Alors ça, c'est l'enjeu. Vous avez commencé à répondre. J'imagine que si on en fait 5 et pas 7, c'est qu'ils ne sont pas tous forcément valorisables. Nous, on a un maillage national. Notre enjeu aussi, c'est d'être présent partout où il y a un chantier. Donc, il y a un sujet de logistique là-dedans. Donc, évidemment, si on va parler du polystyrène, si un recycleur de polystyrène se trouve à 500 km d'un chantier, ça va être évidemment compliqué. Donc la plupart de ces flux que je viens de citer, ils sont valorisables. Il y en a certains encore où on rencontre certaines difficultés parce que les filières ne sont pas en place. D'accord, donc on peut espérer améliorer ces filières. Quel modèle économique il faut trouver, ou vous êtes en train de trouver pour relancer cette REP bâtiment? En fait, je vais quand même rebondir sur la question d'avant pour répondre à la... Allez-y. Le rôle de l'éco-organisme, c'est en fait effectivement de rendre tous les déchets valorisables. En tout cas, c'est notre objectif. Et l'ambition d'une REP, c'est ça. Donc justement, le modèle économique qu'on essaye de travailler, en tout cas d'imaginer pour demain, c'est un modèle économique où la REP
ne va pas s'occuper des déchets qui sont déjà bien valorisés, qui n'ont pas forcément besoin en fait d'un coup de main, d'un coup de pouce, et de se concentrer sur des familles de déchets qui ont un retard, on va dire, en termes de recyclage ou qui sont en développement. Moi, je pense beaucoup à la filière des menuiseries, les fenêtres, en fait, par exemple. Aujourd'hui, le verre des menuiseries est très peu recyclé, alors qu'on sait très bien recycler le verre. Mais la chaîne logistique n'est pas optimisée. Et depuis 2 ans que la REP existe, on a déjà multiplié par 4 le taux de recyclage du verre de menuiserie. Ça, c'est un exemple. On a également les isolants, les laines de verre, les laines de roche, les isolants de toute forme. Tous ces produits-là qui sont aujourd'hui beaucoup vendus, dont on n'a pas beaucoup de déchets parce qu'ils n'étaient pas encore vendus il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu pour demain. Et ben, notre enjeu à nous, c'est de développer le recyclage. Donc le modèle économique qu'on essaye pour répondre à votre question, qu'on essaye d'imaginer, c'est un modèle où la REP est différenciée selon les matériaux. Il y a des matériaux qui sont plutôt matures, comme vous le dites, le bois, les gravats. Il y a déjà un modèle économique existant qui fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de nous, en fait, là-dessus. Donc là, l'idée, c'est de dire, sur ces matériaux-là, on va réduire les ambitions. La REP, elle va moins servir. Et elle va concentrer ses efforts sur les matériaux qui sont le plus en besoin de développement pour industrialiser la filière du recyclage. Ce qui signifie que ça ne demandera pas, parce qu'on revient au coût, ça ne demandera pas plus de participation aux entreprises du secteur pour financer l'éco-organisme. Non, l'idée c'est que ça demande moins de participation, justement, en enlevant les coûts qui sont liés à des matériaux, comme vous dites, qui sont impondéreux et qui représentent un volume très important. Et en revanche, concentrer le financement qu'on lève sur les matériaux qui en ont besoin. Si on parle du plâtre, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est un matériau, j'imagine, très présent. Est-ce qu'il est très recyclé? Sinon, pourquoi? Alors, il est très recyclé dès lors qu'il n'est pas souillé. Là, je ne sais pas, sur le schéma pour venir ici, j'ai vu à peu près une dizaine de chantiers. La plupart de ces chantiers, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ces bennes, des bennes de 15 mètres cubes ou autres. La plupart de ces bennes, malheureusement, on y retrouve du plâtre, mais le plâtre, il est souillé, il est mélangé avec des matières, des déchets dangereux. Dans ce cadre-là, il ne peut pas être trié. Nous, notre enjeu, on gère à peu près 10 000 big bags de plâtre par an. Donc, on sait le faire en big bag, mais il faut encore une fois que ces déchets soient dissociés des autres matières et effectivement, il peut être valorisé et très bien valorisé. On peut refabriquer du gypse, notamment avec. Donc, c'est un matériau qui est très valorisable. L'enjeu ici, c'est les volumes. Aujourd'hui, je pense que vous allez pouvoir en parler. On a énormément de volumes de plâtre qui se sont retrouvés en centre de traitement. Donc, il y a une capacité. Voilà, les centres de traitement ont une capacité qui ont été surpassées. Donc, je crois savoir qu'il y a aujourd'hui des entités de recyclage de plâtre qui sont en construction, qui seront opérables d'ici fin 2026. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur cette matière en particulier. Ça veut dire qu'elle est valorisable, mais qu'on n'a pas assez de structure pour la traiter, c'est ça, pour traiter le plâtre? Alors, en tout cas, on n'a pas assez aujourd'hui, mais il y a du développement en cours et normalement, on devrait avoir beaucoup. Le plâtre, c'est certainement l'une des success stories de la REP. C'est-à-dire que pendant 10 ans, alors moi, je connais bien parce que je bossais avant dans le plâtre, dans l'industrie du plâtre. Pendant 10 ans, on essayait de faire recycler le plâtre sur les 600 000 tonnes de déchets annuels de plâtre. On arrivait à peine à atteindre les 100 000 tonnes recyclées. En 2025, grâce à la REP, on est passé à 200 000 tonnes de plâtre collecté. Donc en fait, on a doublé juste en 1 an, ce qu'on avait du mal à... et on a cassé le plafond de verre, et on estime que d'ici 2 ans, on passe à 400 000. La dynamique sur le plâtre, elle est extraordinaire. En revanche, ce que ça signifie, c'est de développer également toute l'industrie derrière du recyclage pour préparer le plâtre et le recycler. Mais aujourd'hui, nous, évidemment, on suit ça de près. Encore une fois, c'est notre raison d'être, de structurer les filières. Et il y a énormément de projets en cours d'industrialisation, de centres de préparation qui sont en train d'être créés, et d'industriels du plâtre qui sont en train de modifier tous leurs process pour pouvoir incorporer plus de plâtre issus de recyclage dans leur matière première et dans la plaque de plâtre. Parce que la matière première ne perd pas beaucoup du tout, d'ailleurs, je ne sais pas, de sa qualité. Alors le plâtre, on dit que c'est 100% recyclable, c'est-à-dire que le plâtre, c'est recyclable à l'infini. On peut le transformer en gypse, le remettre dans une plaque de plâtre et revenir à l'infini. Dès le moment où le déchet n'est pas souillé à la fin, en fait, il peut revivre plusieurs vies. Mais ça pose une question de mentalité aussi, parce qu'on voit quand même encore des bennes où effectivement tout est mélangé. Ce sont des nouvelles pratiques. Donc effectivement, la partie sensibilisation, et quand on parle de sensibilisation sur un chantier, on parle souvent des compagnons, mais c'est pas seulement ça. J'ai fait une sensibilisation pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai invité toutes les parties prenantes, donc ça veut dire le client, le maître d'ouvrage, les conducteurs de travaux, les directeurs de centres de travaux, en fait, toutes
toutes les parties prenantes doivent être concernées. C'est pas seulement l'histoire du compagnon qui, lui, va être sur le chantier. Donc la première étape, c'est de sensibiliser à tous les échelles. Et ensuite, effectivement, sur le chantier, là, c'est important d'être présent dès le début du chantier. Alors, sur la phase gros œuvre, donc on va construire effectivement le béton, la partie béton, les murs, etc. Il y a peu de coactivité, on rencontre très peu de problèmes. Souvent, c'est une entreprise qui intervient. La problématique, c'est sur le second œuvre, où là, on va avoir énormément de coactivité. Donc, la sensibilisation va se faire au début et va se faire à la phase seconde œuvre. Et ensuite, nous avons des agents qui sont formés aussi pour apporter ce qu'on appelle des quarts d'heure environnement, puisqu'il faut toujours des piqûres de rappel. Donc, mais l'enjeu, il est vraiment là, la sensibilisation et ces nouvelles pratiques, à faire appliquer ces nouvelles pratiques. Non, mais tout à fait. Mais en l'occurrence, moi, je pense que dans le bâtiment, tout prend du temps dans le bâtiment. Il y a toujours un peu d'inertie. En revanche, moi, je pense que la transition est là. C'est-à-dire que nous, on le voit, parce que nous, on ne collecte que des déchets triés, et on voit la quantité de déchets triés qu'on collecte, qui augmente, qui a été multipliée par 20 entre 2023 et 2024, remultipliée par 2, voire 3 quasiment entre 2024 et 2025. On a une dynamique et donc une installation des gestes de tri qui est, en fait, en termes de... Quand on compare aux autres filières qui existent de REP, c'est la dynamique certainement la plus puissante, notamment parce que c'est une REP de professionnels. C'est le professionnel qui paye à un moment donné une éco-contribution sur son produit et il veut un service en face. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, le geste de tri, il est vraiment là. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact. On va être au cœur de l'économie sociale et solidaire. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans la société française. Je reçois aujourd'hui Nicolas Froissart. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de l'association Espace, avec un parcours dans l'économie sociale et solidaire particulièrement riche. Vous avez notamment été l'un des dirigeants et porte-parole du groupe SES. Pourquoi vous avez rejoint l'association Espace? Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas? Ça fait quelques années que je travaille pour des associations de petite ou de moyenne taille. J'avais envie aussi de me rapprocher du terrain, d'être dans la proximité, aussi dans du local et dans de l'opérationnel. Et voilà, donc j'ai dirigé une association comme la Fresque du Climat il y a quelques temps. J'étais plutôt dans la protection de l'enfance récemment, et puis une opportunité a fait que j'ai rencontré Espace. Alors c'est quoi Espace d'ailleurs? Espace, c'est une association qui agit depuis 30 ans dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, donc qui emploie 180 personnes en insertion, avec 70 permanents pour les encadrer, dans ce qu'on appelle l'écologie urbaine. Donc c'est comment faire revivre la biodiversité dans les espaces urbains, et donc en créant de l'emploi et de la formation pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, parce qu'il y a des perspectives intéressantes dans ces métiers-là. Il y a d'autres structures d'insertion par l'activité économique. Qu'est-ce qui rend Espace original ou pas d'ailleurs? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'allier le social à l'écologie. Je pense que par rapport aux enjeux du moment, au niveau de nos sociétés de façon générale, je crois que montrer qu'on peut servir la question environnementale et climatique tout en permettant à des personnes de retrouver un contact avec le monde professionnel, de se former, et puis un jour d'avoir une belle carrière sans doute, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui se développent dans ces secteurs-là. Un des secteurs de l'emploi qui se développe. Pour toutes les formations, pour des gens qui ont peu de formation mais qui vont se former sur le terrain, et puis parfois pour des gens qui ont des diplômes aussi mais qui veulent aussi se réorienter vers ces carrières. Alors je vais sortir un cliché, j'assume. Est-ce que quand on est éloigné de l'emploi, on se dit il est bien gentil avec ses enjeux écologiques, mais c'est pas ma priorité? On peut se le dire. Après, on sait très bien qu'il va falloir travailler sur ces aspects-là, que ce soit sur l'aspect énergétique, que ce soit sur justement faire revenir la nature là où elle a disparu, que c'est un enjeu qui est un enjeu vital aussi pour nos sociétés. Et donc se dire qu'en plus, ça va permettre de créer des centaines de milliers, voire des millions d'emplois, je pense que c'est plutôt intéressant, c'est concret. Et si on parle d'économie, c'est là qu'il faut aller aussi. D'ailleurs, quand on dit une personne éloignée de l'emploi, on comprend bien ce que ça veut dire, mais c'est quoi les parcours de vie dont on parle derrière? Oui, il faut aller voir. Je pense que les associations, les entreprises qui travaillent dans ces secteurs-là ont envie, particulièrement aujourd'hui où c'est compliqué, où on baisse les financements en permanence. Je pense qu'il faudrait que les citoyens, les politiques aillent voir concrètement et rencontrer ces personnes. C'est des gens qui n'ont pas de formation, qui ont travaillé parfois pendant longtemps, qui ont eu ce qu'on appelle un accident dans leur parcours. Ça peut être une maladie, ça peut être du chômage pendant longtemps, ça peut être
une rupture, Ouais, ça aussi. peut être effectivement émotionnel, sentimental. Il y a plein de choses qui font, et ça peut arriver à tout le monde. C'est ça que notre société a un peu oublié. Et donc à un moment donné, c'est tendre la main, finalement, à chacun, à chacun de nous, parce qu'effectivement, ça peut arriver. Et donc, il s'agit de repartir de l'avant, d'apprendre un métier. Mais c'est vrai qu'il y en a, par rapport à ce que vous disiez, qui ont déjà un métier, mais qui ont besoin de reprendre pied. Donc de se lever à nouveau le matin, de reprendre les habitudes liées au monde professionnel. Ouais. Et ça fait partie des défis que vous devez relever. Oui. Comment vous conciliez cet accompagnement social, cette réinsertion et l'action environnementale? Vous choisissez des entreprises ou des associations qui sont engagées dans cette défense de l'environnement pour y placer ensuite les personnes éloignées de l'emploi. Alors nous c'est ça déjà, quand on accompagne, donc c'est 2 ans maximum les contrats d'insertion. Ouais. Donc les personnes qu'on va embaucher, c'est des contrats de travail d'insertion, mais c'est des contrats de travail. Le droit du travail s'applique. Et donc ces personnes-là, elles vont apprendre un métier avec des encadrants qui sont des professionnels de ces secteurs-là. Donc on a des professionnels qui connaissent parfaitement ces sujets-là, qui s'y sont formés, le génie végétal, enfin justement comment faire revenir la biodiversité dans des endroits très urbains où elle a disparu parfois depuis longtemps. C'est effectivement un savoir-faire qui est assez spécifique. Et puis après, effectivement, on travaille avec plein d'entreprises pour ce qu'on appelle la sortie. Oui, parce qu'au bout des 2 ans, l'objectif c'est qu'il y a un job, quoi. C'est de travailler avec des entreprises qui sont capables effectivement de les embaucher après. Ouais. Et de les accompagner, parce que on a déjà traité ces questions-là dans l'émission. C'est vrai que quand on s'est retrouvé pendant longtemps éloigné de l'emploi, vous le disiez vous-même, il y a des codes à réintégrer, à accepter de nouveau, et puis parfois il y a des même au bout de 2 ans ou 2 ans et demi, ça peut casser, quoi. Oui. Donc il faut que les entreprises avec lesquelles vous êtes partenaire, vous travaillez, elles aient peut-être une démarche un peu volontaire aussi en la matière. C'est mieux. Après, nous, notre objectif, c'est quand même de faire en sorte que les personnes qui passent par espace soient capables de bosser n'importe où. Oui. C'est l'objectif. Et puis, soient pas estampillés, j'ai non, été éloigné de l'emploi, quoi. Je vois ce que vous voulez dire. Voilà, si effectivement ils ont un peu ce label, ça peut effectivement... Peut-être que parfois, ça les aidera à être recrutés, mais parfois, ce sera peut-être l'inverse. Et puis, on veut pas effectivement qu'il y ait de stéréotypes qui leur collent à la peau. Par contre, effectivement, il y a des entreprises. Alors, les entreprises sont importantes pour nous parce qu'il y en a qui nous font confiance aussi pour s'occuper de leur parc, de leur jardin, de leur voie ferrée, parce qu'on a un partenariat avec la SNCF ou avec la RATP. Donc le monde de l'entreprise, on le connaît bien, on travaille avec lui au quotidien. Et effectivement, la façon de travailler avec ces entreprises pour qu'elles soient capables effectivement aussi d'embaucher ces personnes-là après leur parcours au sein d'Espace est un énorme enjeu pour nous. Et finalement, c'est ce que vous appelez une insertion écologique réussie. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Une insertion, le social, parce qu'on reste effectivement sur un sujet où il faut aussi, comme on le disait, régler parfois des problèmes sociaux, des problèmes médicaux, des problèmes de logement. En tout cas, pendant la période pendant laquelle il travaille avec nous au sein d'Espace. Et puis après, effectivement, c'est quand même au service de la question environnementale. Alors, on vous a invité, Nicolas Froissart, parce que ce 7 novembre, il y a un événement que vous organisez, à la Bellevilloise. Alors, on est autour de l'engagement citoyen. De quoi? Je crois que c'est parti d'un hashtag, c'est ça l'histoire, qui s'appelle hashtag dénonce tes héros. Exactement. Qui a bien marché sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Ça marche bien. Alors racontez-moi l'histoire, parce que je suis en train de le faire à votre place. C'est effectivement une initiative, alors plus à titre perso au départ avec des amis, où on se dit pendant le premier confinement, il y avait quand même des choses positives comme les applaudissements pour les soignants à 20h. Et on se disait que ça durerait sans doute pas, c'est malheureusement plutôt vérifié assez vite. Et donc on s'est dit comment contribuer à apporter une initiative qui puisse faire qu'on parle tous les jours de personnes extraordinaires. Ordinaire parce qu'il y en a beaucoup, et à la fois extraordinaire parce qu'aujourd'hui, surtout dans la société dans laquelle on vit, on a l'impression que faire des choses pour les autres, c'est un peu extraordinaire.
Et il y en a plein, en fait, des gens. Alors, il y a évidemment les soignants, les travailleurs sociaux, mais il y a tellement de personnes aujourd'hui en France et ailleurs qui s'impliquent dans des associations bénévolement ou même dans leur boulot, qui essayent de faire en sorte de travailler différemment pour plus respecter l'humain et l'environnement dont on parlait il y a quelques minutes. Et à la fois, les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité. Et donc, et on dénonce tout et n'importe quoi, et simplement on agresse parce que quelqu'un pense différemment. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez cool. Oui, en se pensant à tort protégé par un anonymat numérique. En plus, qu'il n'y a pas sur LinkedIn, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif sur ce réseau, je trouve, même si ça peut se discuter. Il faut continuer à dénoncer ce qui ne va pas et à la fois dénoncer tout et rien, ça n'a pas de sens. Donc, là, on dénonce les héros. On avait envie de leur dire, dénonce plutôt tes héros et tes héroïnes, tu verras, ça va te faire du bien. Et ça nous fera du bien à toutes et tous. Et alors là, qu'est-ce qui se passe le 7 novembre à la Bellevilloise ? Et on a créé une communauté autour de ce projet avec des centaines de personnes qui contribuent financièrement sur LinkedIn, alors que moi, personne ne me connaît. Il y a plus de 100 000 personnes qui me suivent parce que quasiment tous les jours, c'est devenu une passion pour moi. Je parle d'un héros ou une héroïne du quotidien. Il y a des gens qui m'envoient des messages maintenant, c'est quand même plutôt sympa. Et moi, ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs, en me disant, est-ce que tu connais un tel ? Tu devrais regarder ce qu'il fait. Ils vous flèchent leur héros. Leur héros. Ou héroïne, oui. Et à la Bellevilloise, que je remercie parce que ça va être un très bel événement le 7 novembre, on célèbre justement les héros et les héroïnes du quotidien. Ce qu'il faut dire, c'est que ça peut être tout le monde, je pense, en plus. C'est ça, je pense aussi, le message qu'on essaye de délivrer. Alors là, il y a deux personnes qui sont parmi mes super-héros, qui sont Céline Gréco, qui est médecin, référente dans la lutte contre la douleur chez l'enfant à Necker, et qui a créé une association, parce qu'elle-même a été maltraitée par son père quand elle était enfant. C'est une enfant placée, qui a magnifiquement réussi sa vie, mais c'est vraiment pas la norme chez les enfants placés. Il y a souvent une sorte de... C'est difficile. J'arrive pas à trouver le mot, mais on a été placé, on devient soi-même souvent... c'est un cercle vicieux. SDF, etc. Enfin, on voit beaucoup cette logique-là. On est cantonné finalement à un destin social douloureux. Elle a créé une association qui s'appelle Impact. Exactement. C'est ça, c'est quoi ? Elle dit qu'en fait, pour rebondir sur ce que vous disiez, que les enfants placés ont 20 ans d'espérance de vie en moins par rapport à quelqu'un qui n'a pas eu ce parcours-là. Et donc, elle crée notamment des centres de santé qui sont dédiés aux enfants, justement, qui ont été maltraités, qui ont été victimes de violences, pour détecter le plus tôt possible et les accompagner dans leur parcours de soins, qui forcément doit être spécifique. Donc, il y a Céline Gréco, et puis il y a Olivier Goua, qu'on a reçu ici même, je crois que ça doit faire 1 an et demi ou quelque chose comme ça, entrepreneur qui combat la maladie de Charcot. Comme un entrepreneur. Ouais, c'est un sacré bonhomme. C'est-à-dire que plus son corps l'enferme, plus finalement sa voix porte, alors qu'il peut plus parler. Enfin, c'est vrai que la maladie de Charcot a cet aspect infernal d'enfermer vraiment la personne dans son corps. Et malgré ça, il rayonne et il a réussi à fédérer autour de lui un nombre de soutiens incroyable pour lever des fonds, créer un fonds d'investissement pour accélérer dans la recherche. Enfin, c'est assez... Il y a un film qui lui a été consacré. Enfin, c'est extraordinaire. Et voilà, et le message, c'est de dire... Enfin, si des personnes qui connaissent ce type d'épreuves arrivent justement à avancer, à fédérer, à construire avec d'autres, pourquoi on n'y arrive pas au niveau de notre société ? Je trouve que voilà, ça interroge, et que finalement, on a toutes et tous, surtout quand on est bien inséré, quand on gagne bien sa vie, on a tous les moyens de changer les choses. Donc voilà, c'est un peu le discours qu'on essaye de porter, qui peut concerner les citoyens, les entrepreneurs. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi, parce que je réfléchissais en vous écoutant parler de LinkedIn, un combat à mener pour que justement les réseaux sociaux soient pas uniquement des espaces de conflit, de haine, de négativité, quoi. J'ai l'impression, après, je crois que les réseaux sociaux, ils reflètent un peu ce qu'est notre société aujourd'hui. Donc peut-être qu'au niveau de notre société, il faudrait qu'on soit capable aussi de se demander davantage dans quel monde on veut vivre, dans quelle société on veut vivre. Et puis aussi, moi, c'est une question que j'aime bien et que j'essaye aussi de porter parfois un peu sur les réseaux, c'est ça veut dire quoi, réussir sa vie ? Je crois que cette question-là, finalement, qui est quand même assez fondamentale, quand même, je crois qu'on a tous envie de réussir notre vie. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est accumuler le plus possible ? Est-ce que c'est écraser les autres ? Ou est-ce que c'est, à un moment donné, construire avec d'autres, imaginer des projets qui permettent d'améliorer un peu le quotidien pour tous ?
Et alors justement, on va s'appuyer sur votre expérience de dirigeante, porte-parole du groupe SOS pendant deux décennies pour parler d'une manière un peu plus générale de l'économie sociale et solidaire. Et peut-être, tiens, on peut commencer par la question du financement, parce qu'on est en pleine discussion sur le budget 2026, avec quelques menaces sur le financement notamment des associations. Ouais. Et de l'insertion, qui est le secteur dans lequel je travaille aujourd'hui. Le combat, il n'est pas encore perdu, mais quand vous essayez de faire passer les messages auprès des parlementaires, des députés, c'est compliqué, là? C'est très difficile. Il y en a qui l'entendent, parce qu'il y a beaucoup d'élus qui connaissent ce que font des associations comme Espace et d'autres au quotidien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un débat sur lequel on n'a pas prise, parce que c'est en permanence un discours, il faut réduire absolument les coûts, vous avez trop d'argent. Donc c'est très compliqué, parce que c'est un secteur qui va finir par s'épuiser, parce que j'ai l'impression quand même qu'on démontre notre utilité. Mais alors justement, on travaille sur les questions d'impact depuis que longtemps. vous poser. C'est pourquoi vous, mais je peux m'inclure comme journaliste, on n'arrive pas à convaincre des politiques que cet argent public-là, il est bien investi, il est bien dépensé. Parce que ce sont des gens qui vont mieux se porter, ce que vous dites. Et même économiquement. Mais oui, bien sûr. C'est ça qui est fou, c'est que sur le long terme, on sait, par exemple, les salariés en insertion, il y en a 70% qui trouvent un emploi après leur parcours. C'est des aides, des allocations en moins. Oui. C'est des gens qui vont aller mieux, donc qui vont cotiser, qui vont payer des impôts, qui vont cotiser. Enfin, donc c'est absurde en fait. Ouais. Donc il faut avoir une réflexion long terme. Il faut avoir une réflexion tout court. Je pense qu'on ne réfléchit plus et qu'il n'y a pas de vrai débat. À chaque fois, on passe d'un débat à l'autre. Et que si on était capable d'avoir une vraie réflexion collective sur le modèle qu'on veut pour notre société, si on prenait le temps d'en discuter, dans les médias, partout, au niveau local, au niveau politique, évidemment, les gens s'apercevraient très vite de l'utilité, parce qu'ils la connaissent dans les faits. Tout le monde connaît une association, une entreprise d'insertion, enfin, des gens qui vont mieux parce qu'ils avaient des problèmes d'addiction, des problèmes de santé, des personnes en situation de handicap. Enfin, il y a des millions et des millions, des dizaines de millions de gens qui sont soutenus par l'économie sociale et solidaire au quotidien. Ouais, effectivement. Et alors, vous avez une formule pour dire ça. Dites, il faudrait un peu plus d'entrepreneurs pour un monde plus chouette. Et alors, cette formule-là, elle a inspiré celle qui était à votre place la semaine dernière, Sandrine Martin, la directrice générale adjointe d'Osmaya, qui a cette question pour vous. Bonjour Nicolas. Vous vous décrivez comme un entrepreneur pour un monde plus chouette. Si toutes les entreprises et tous les dirigeants adoptaient cet état d'esprit, à quoi ressemblerait, selon vous, et concrètement, ce monde plus chouette ? Ça veut dire quoi pour vous, cette expression, un monde plus chouette ? C'est que parfois j'en ai marre du jargon, et effectivement, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas parler d'impact dans votre émission, mais c'est vrai que j'en reviens parfois à essayer de communiquer de façon plus simple. Peut-être que c'est quelque chose qui doit inspirer peut-être le secteur associatif, et de dire, alors moi effectivement ce qui me plaît au quotidien, c'est de contribuer à un monde plus chouette. Et après, ce qu'on peut dire, c'est que les assos, elles font beaucoup de bien, enfin elles font du bien à un nombre incalculable de personnes, et que finalement quand on fait du bien, on se fait du bien aussi à soi. Je pense que c'est un peu le message. Oui, mais alors ça on est bien d'accord, mais ça vaut pour les enjeux environnementaux dont on parlait. C'est-à-dire c'est une façon peut-être pour embarquer le plus de monde possible dans cette transformation qui est pas simple, parce qu'elle nous oblige à changer nos habitudes, elle oblige à changer de modèle économique. Mais c'est pas mal d'avoir un peu de courage etc. aussi. Et Olivier Goua, qu'on recevra le 7 novembre, montre qu'on peut avoir du courage, et que manifestement ça fait du bien d'être courageux et d'affronter. Et la fresque du climat que j'ai dirigée pendant longtemps avec une communauté incroyable, c'est des gens qui affrontent les problèmes et qui vont globalement bien, même s'ils sont conscients effectivement des problèmes qui arrivent. Oui, alors il faut être conscient des problèmes, de l'urgence, mais peut-être aussi... Et être acteur. Voilà, être et attractif. C'est ça la difficulté. Alors je sais pas, c'est toujours facile à dire assis sur mon fauteuil là, mais insister un peu plus sur les co-bénéfices de l'action environnementale. Vous voyez ce que je veux dire, en matière de santé, on l'a déjà évoqué. Et puis leur donner la parole à ces gens comme vous le faites, et peut-être que plus de médias devraient le faire, et voir que c'est pas des gens qui sont relous en fait. Parce qu'il y a cette image quand même. Les écolos, alors les écolos, il faut arrêter d'utiliser ce terme parce qu'il est tellement clivant, mais en tout cas les gens engagés passent parfois pour des gens
pas rigolos, qui vont... Où il y a l'expression écologie punitive aussi. Ouais, alors que moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille ou que je suis bénévole dans ce milieu-là, et je vois des gens quand même qui vont bien, qui sont même plutôt marrants, enfin plus marrants que la moyenne des gens qui sont justement tout le temps en train de parler d'écologie punitive en fait. Donc, et il y a plein de gens qui essayent. Enfin, vous parliez d'entrepreneurs, il y en a un qui me vient à la tête là, qui a créé les bureaux du cœur. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr, on connaît, on les a reçus ici même. Extraordinaire. Donc des entreprises qui sont capables d'accueillir chaque jour une personne sans domicile. Enfin, donc si tout le monde s'y met, on va finir par changer les choses. Et ces gens qui font ça, moi je trouve qu'ils sont plutôt bien dans leur basket. Ouais. Quoi. Et alors vous dites, on va lire cette citation, il faut passer d'une société de la réparation à une société de la prévention. On passe beaucoup de temps à réparer les dégâts humains, environnementaux que cause notre modèle de société. Il serait possible de faire beaucoup mieux pour lutter préventivement contre ces maux. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, même sur l'argent public bien investi. Comment on passe concrètement d'une société de la réparation à une société de la prévention? Est-ce que c'est d'abord dans nos têtes? Je pense. Ça se travaille parce qu'effectivement, je pense que l'ennemi face à ce changement qui est impératif et vital, même par rapport aux inégalités ou aux questions environnementales, il n'y a pas le choix, il va falloir y aller. Mais c'est vrai que c'est dur, parce que ça veut dire qu'il faut changer plein de choses dans notre quotidien. Et l'être humain, manifestement, aime pas trop ça. Et moi, j'avais participé à la Convention des entreprises pour le climat. Oui, qu'on a reçu ici même. Suite à la Convention citoyenne, qui était déjà une initiative extraordinaire, qui montrait que justement, quand il y a du débat de qualité, quand on informe les gens, quand on prend le temps, finalement, des personnes qui étaient quasiment climato-sceptiques devenaient plus constructives ou revendicatives que des gens qui étaient écolos, justement, depuis très longtemps. Donc c'est intéressant. Et la Convention des entreprises pour le climat, donc à laquelle j'ai participé donc pendant un an, c'était plusieurs semaines dans l'année où on se réunissait entre dirigeants. Avec des dirigeants de tout secteur qui se donnaient une feuille de route. C'est ça qui était intéressant. On peut l'expliquer d'ailleurs. Exactement. C'était pas juste de faire de la RSE, mais vraiment d'aller jusqu'au bout de la façon dont on pouvait transformer son modèle pour qu'il soit compatible avec les enjeux environnementaux. Et donc moi, sur le secteur associatif... Donc c'est possible de changer nos mentalités et donc là, en l'occurrence, pour une entreprise, son modèle économique. Ça peut être douloureux, ça peut coûter de l'argent, ça se fait pas du jour au lendemain, Après, mais c'est possible. C'est bien de s'y préparer, parce que celles et ceux... Je pense qu'il y en a peu qui sont capables de le faire du jour au lendemain. Par contre, commencer à se préparer, se dire, voilà, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, voilà les étapes pour arriver à quelque chose qui fasse que notre activité ait un impact très limité sur l'environnement. Oui, je pense que on a en tant qu'entrepreneur ou dirigeant tout intérêt à le faire. Et effectivement, y compris le secteur associatif. Et pour le secteur associatif, ou en tout cas pour les organisations qui travaillent sur des questions sociales ou sanitaires, médicales, effectivement, moi, j'étais allé jusqu'à me rendre compte qu'effectivement, il fallait passer de cette société de la réparation à une société de la prévention. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la réparation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a des énormes hôpitaux. Ça veut dire qu'on a des consommations de médicaments qui sont gigantesques. Tout ça, ça a un impact. Donc, si vous êtes beaucoup plus dans la prévention, c'est-à-dire prévention santé, mais prévention aussi éducation pour faire en sorte qu'il y ait moins de violence. En fait, vous avez moins besoin effectivement d'énormes bâtiments dans lesquels vous soignez, vous accueillez des personnes victimes de maladies, de violences, etc. Ce qui est important aujourd'hui dans notre société. On a l'impression effectivement que la France s'en sort plutôt bien, mais quand on voit le nombre de cancers, le nombre de violences, ça va pas si bien que ça, quoi. Et ça a un coût. C'est ça, en fait, qu'on réalise pas toujours. Et la prévention, ça a un coût, toujours pareil, peut-être à court terme, mais sur le long terme. La cigarette, on a un très très. Oui, bien sûr. L'euro dépensé en prévention, il va se démultiplier en positif pendant des années, voire même des décennies. Mais est-ce que
il y a des entreprises qui se sont créées sur cette économie de la prévention, mais est-ce que c'est plus un modèle associatif ou un modèle de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des entreprises qui ne vont pas forcément avoir un but lucratif? Je pense que c'est un modèle de société et que c'est plus effectivement, on doit toutes et tous, parce qu'on n'y est pas du tout aujourd'hui, se projeter là-dedans. Mais vous voyez le sens de ma question, c'est-à-dire que si on embarque des entrepreneurs qui vont créer des boîtes, peut-être même avec un modèle lucratif, mais qui vont faire se développer l'économie de la prévention, tout le monde est gagnant. Ouais. Est-ce que ça vous semble possible ou est-ce que ça vous semble contradictoire? Ça me semble possible. Le problème est toujours le même, c'est qu'aujourd'hui, le client principal qui serait susceptible de payer parce que l'absence ou le manque de prévention a un coût qui est un coût essentiellement sociétal, c'est toujours pareil, on va revenir aux mêmes questions, c'est l'État. Donc ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, imaginer un modèle dans lequel l'État serait capable de dire « bah oui, je vais mettre plus de prévention sur la santé, sur les addictions, sur les violences ». Aujourd'hui, c'est impossible, puisqu'il est impossible de sortir 1 euro en plus. Oui, effectivement. Dernier mot, tiens, puisqu'on parle d'État et d'organisation gouvernementale, il n'y a plus de ministre ou même de secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Ouais. Mauvais signe, évidemment. Bah oui, mauvais signe, évidemment. Ouais. Enfin... Qu'est-ce que ça change d'avoir un ministre? Parce que, voilà, on peut dire, on se prend en main, de toute façon, on avance, quoi, mais... Aujourd'hui, je pense que c'est important symboliquement, et puis d'avoir quelqu'un effectivement qui va pouvoir aussi défendre les aspects budgétaires. On le voit bien à quel point c'est tendu, donc c'est important effectivement d'avoir quelqu'un qui soit capable de représenter ce secteur-là et de le défendre. Après, ça suffit pas, puisqu'il y a eu des ministres, il n'y en a pas eu, enfin, ça fait 10 ans, 15 ans, enfin, avec des hauts et des bas, mais en tout cas, la trajectoire, elle est plutôt... elle n'est pas très positive au final si on regarde. Donc oui, il faut un ou une ministre, mais il faut surtout effectivement que ce débat soit davantage porté au niveau national par les médias, par le politique et reconnaître une réalité. Il y a un déni de réalité. Si on oublie effectivement les associations et le secteur de l'économie sociale et solidaire de façon générale, on est dans le déni. On est dans le déni. Merci. Ou dans le mensonge, quand on dit effectivement qu'elles perçoivent trop d'argent. Voilà, il y a pas mal d'études qui sortent en ce moment. Musique en ce moment dans le cadre du débat budgétaire. Pour montrer effectivement que les entreprises lucratives perçoivent bien plus d'aide que l'économie sociale et solidaire. Il y a eu un grand travail, notamment du Sénat là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas Froissart. À bientôt. C'est le 7 novembre à la Bellevilloise, l'événement que vous organisez. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille Tito Ancessa, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Globe4You, vous l'avez créé en 2022 avec Gilles Durand. Et avec quelle idée? Pourquoi vous avez créé cette entreprise? Alors, pourquoi on l'a créé? C'est un enchaînement un peu d'opportunités. À l'origine, en 2022, j'étais encore étudiant en école d'ingénieur. Et je travaillais avec Gilles Durand, du coup, sur des projets de construction d'engins de vitesse à la voile, donc rien à voir, donc plutôt de la R&D dans le domaine maritime. Et donc, dans ce cadre-là, on a développé des machines pour tresser la fibre de lin et la fibre de carbone à l'origine. C'est Gilles Durand qui a fait la machine. Et donc, j'ai eu un projet de fin d'études à faire. Et donc, sur ce projet de fin d'études, moi, j'étais sensible aux biomatériaux et c'était le but de ma filière. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre cette technologie sur un biomatériau et essayer de le développer pour le rendre industriel. D'accord. Et donc là, vous proposez des remorques de vélo, c'est ça? Qui sont en lin, en fibre de lin? Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a mis au point la technologie, donc il y a une partie de tressage du lin et une partie de moulage. Il y a deux possibilités, soit vendre les pièces, soit essayer de faire notre propre marque. Et donc notre premier réflexe, ça a été de faire notre propre marque déjà pour tester la techno. Et donc notre propre marque s'appelle Maina, avec le produit phare qui est la remorque de vélo. Et donc depuis 2023 environ, on commercialise cette petite remorque. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette remorque? Si on compare une remorque en lin avec ce qu'on a sur le marché. Parce qu'il faut que ce soit, j'imagine, aussi robuste, etc. Mais il y a des avantages. C'est bien sûr. L'idée, c'était vraiment d'être adapté aux usages actuels. Et donc, c'était d'avoir un objet minimaliste qui puisse faire un maximum de choses.
Donc le premier avantage déjà c'est sa masse, on est vraiment plus léger que de l'aluminium, donc on a un produit qui est très facile à transporter, à déplacer, à tirer à vélo. L'autre avantage, c'est qu'on a développé un brevet sur le système de pliage qui permet de la stocker en moins de 10 secondes sans outils et de pouvoir l'accrocher derrière une porte, sur un porte-manteau, donc en appartement. Usage urbain. Voilà, un usage urbain. Ouais. Et donc l'autre caractéristique phare, je dirais, c'est son système d'attache. Au lieu de s'accrocher sur les moyeux des roues et de devoir se mettre à quatre pattes, d'avoir les outils, là c'est 2 scratchs qu'on accroche sur la tige de selle. Donc on peut passer d'un vélo à l'autre en toute facilité. Et voilà. Et donc avec ce produit, on peut aussi bien transporter ses courses que son chien, que ses planches de surf, que de partir en voyage. Voilà. Et alors, vous en avez tout de la phase production? Vous les produisez vous-même? Vous avez des partenaires qui produisent? Comment vous faites? Non, on produit nous-mêmes. Du coup, on a développé, on a tout un petit outil de production en Bretagne, à Saint-Malo, voilà, qui a été financé, par notre entreprise et par des investisseurs qui sont entrés cette année. Et donc là, on sort une 30aine de remorques par semaine. Donc là, il me semble, avant de partir, c'était la 1100e qui sortait. Ça commence à bien décoller. Avec quel réseau de distribution? Comment on vous trouve? Alors, il y a 2 manières. Au début, on a commencé beaucoup en ligne sur les réseaux sociaux avec notre site internet. Donc là, on fait à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. Et depuis 8 mois, on a développé les réseaux de distribution en magasin. Donc on est distribué dans toute la France, en Belgique, un petit peu en Suisse. Et on commence notre expansion là vers l'Est en 2026. Donc ça se développe bien. Ce lin, qui est donc votre matière première de base, il est produit en France? Bien sûr. Bien sûr. On est un pays qui produit pas mal de lin? On produit 85% de la production mondiale. C'est ça. Voilà, donc la plante, c'est vraiment une plante extraordinaire en termes de propriétés mécaniques et propriétés physiques en général. Donc elle a l'avantage, comme je disais, d'être très légère, d'être robuste. On a à peu près la même raideur que de l'aluminium, 60 gigapascales. Et on diminue le bilan carbone d'un facteur 10 environ par rapport à de l'aluminium et d'un facteur 50 par rapport à de la fibre de carbone. Donc voilà, donc on est made in France et cultivé en France. Bon ben voilà, donc rouler en lin, on pourrait dire ça comme ça. Merci beaucoup Titouan, c'est ça, et bon vent à Globe for You et donc à la marque qui s'appelle Maïna. Maïna, merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais remercier Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la production, le réalisateur Pierre-Loup Bergognier et au son Alban Jacquin. Et merci à vous de votre fidélité. Salut.